Chers amis, merci à toutes et à tous d'être là pour cette soirée exceptionnelle. Rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec un trop long discours. Je voulais simplement vous signaler que ce soir, moi, je joue avec les Blancs. Et uniquement ceux-là. Je donne ma coupe à Lara. Je suis très fier de rencontrer Anatoly Karpov et très heureux de ne pas jouer contre lui. Je souhaite par avance bon courage à ceux qui vont l'affronter. Et je tiens à leur signaler que la chaîne de l'espoir, c'est pas l'espoir pour les futurs adversaires battus par Anatoly Karpov, c'est une œuvre caritative encore plus ambitieuse dont le professeur Deloche nous dira tout à l'heure quelques mots. Nous allons avoir ce soir l'occasion d'assister à une exceptionnelle soirée de stratégie. Parce que bien sûr, la stratégie, c'est fondamental aux échecs. Mais la stratégie, bien sûr, c'est aussi un mot, c'est aussi une discipline qui s'applique à bien d'autres secteurs. La stratégie est valable pour les militaires, elle est valable pour les politiques, elle est valable pour les chefs d'entreprise. Il n'y a qu'un seul métier pour lequel elle n'est pas valable, c'est pour les journalistes. Puisqu'ils n'ont aucune stratégie, ils attendent que l'actualité se passe. Une vraie stratégie consiste à savoir se mettre dans la tête de l'adversaire. Et là, la stratégie est vraiment complète quand on arrive à voir tellement loin que l'on voit avec les yeux de l'adversaire ou du concurrent ou du rival. Je ne connais rien aux échecs. Il y a une compétition que je connais un tout petit peu, c'est la compétition politique. Alors si on essaye de voir dans notre compétition présidentielle, déjà lancée, qui correspond à quelle pièce aux échecs, on le voit assez clairement. Par exemple, Alain Juppé est clairement une tour. C'est la pièce qui est dans un coin, qui domine la situation, qui généralement ne bouge pas du tout et qui a tort. C'est en bougeant, aux échecs comme dans la vie, en menant l'offensive, qu'on peut s'en sortir. Nicolas Sarkozy, évidemment, lui, c'est la pièce la plus mobile, qui traverse l'échiquier par surprise, dans des directions imprévisibles. C'est clairement le fou. Le problème, c'est que c'est un fou qui croit qu'il est encore le roi, et qui voudrait le devenir. Or, le but des échecs n'est pas de transformer le roi en fou, alors que le but de la politique, souvent, transforme le roi en fou. Ça, c'est vrai. François Hollande. Alors, François Hollande, déjà, il faut le reconnaître, c'est un président qui est spécialiste des échecs. Il rate à peu près tout. Mais ce n'est pas le sens du mot que l'on veut lui donner ce soir. Si on pense aux échecs, à la partie d'échecs, François Hollande est d'évidence un cavalier. C'est-à-dire qu'il va dans une direction, du moins il feint d'aller dans une direction, et au milieu de son déplacement, il change de direction. Les électeurs s'y sont visiblement laissés prendre. Alors comme nous sommes au XXIe siècle, bien entendu, le cavalier ne circule plus sur un cheval, mais sur un scooter, vous le savez. Ça, c'est la particularité de François Hollande. Dans ce jeu d'échecs présidentiel, tout de même, toutes les pièces que j'ai citées, le fou, le cavalier, la tour, vont quand même se retrouver unies dans un seul but. C'est d'empêcher quelqu'un, une certaine blonde, de devenir reine. Nous verrons l'année prochaine. L'avantage quand on est journaliste, c'est que on ne connaît rien à rien et on a le droit de parler de tout. C'est l'inverse de la politique, notamment de Vladimir Poutine, qui sait tout et qui ne dit jamais rien. Et je voudrais terminer en rappelant une anecdote du président Mitterrand. Le président Mitterrand ne pratiquait pas les échecs, mais il était un vrai stratège dans sa vie politique. Et le président Mitterrand, qui était un grand lecteur, un grand bibliophile, avait une admiration sans borne pour Dostoïevski, et notamment pour un personnage des romans de Dostoïevski, le starets Zosim. Alors il faudrait toute une soirée pour expliquer ce qu'est le starets dans la tradition russe. Mais le starets, c'est un personnage qui a une influence plus qu'intellectuelle, qui a une influence presque hypnotique, magnétique, spirituelle sur ceux qui l'entourent, que ce soit ses disciples ou ses adversaires. Je crois ce soir que les 15 joueurs qui vont se succéder à ces tables vont affronter le starets Karpov. Bravo. La soirée se déroule extrêmement bien, sauf pour ceux qui jouent contre Anatoly Karpov. Là, c'est nettement plus difficile. Alors, la première volée de candidats a quand même bien tenu. Il a déployé ses pions, donc on se disait, tiens, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils sont encore les 8 autour de la table, personne n'est tombé, et d'un seul coup, ça a été un massacre. Mais il fait ça avec beaucoup de bonhomie, et c'est très impressionnant.
Moi, j'aime quand les excellences se confrontent. Il y avait ce soir autour de la table des gens qui ont réussi dans leur domaine, un cinéaste, des hommes d'affaires, des politiques, des comédiens, et qui se confrontent à un grand maître international de leur passion des échecs. Et je trouve que cette confrontation-là, elle est bien. Parce que d'abord, elle est une leçon de générosité de la part de Karpov, et ça, on le retrouve dans tous les engagements de la chaîne de l'espoir. On est dans un moment de générosité, et elle est un moment aussi d'humilité. C'est-à-dire, c'est venir en ayant dans sa profession l'habitude de réussir et là, très peu de chance de battre Karpov. Et je trouve que dans ce dévouement-là, les adversaires de Karpov ce soir montrent que l'humilité, c'est aussi l'esprit du sport. C'est quand même exceptionnel de voir jouer Karpov. Pour ma génération, Karpov, c'était les échecs, bien sûr, mais c'était les échecs dans un monde où les échecs étaient un enjeu géopolitique. Et donc, Karpov-Korchnoi, Karpov-Kasparov, ça avait un sens qui dépassait les échecs. Et l'interminable championnat du monde 84-85, c'était la crise des missiles de Cuba sur un échiquier. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qui était un risque de guerre mondiale se transférait sur un affrontement symbolique. Ça voulait dire qu'on était en train de gagner la paix. Un peu comme le sport peut être un substitut à l'affrontement, on avait avec les échecs l'impression que l'Ouest contre l'Est avait trouvé une manière ludique, pacifique et sans aucun dégât de s'affronter. Et quelque part, cette mutation-là, passer de la vraie guerre froide à la bataille des échecs, ça annonçait ce qui allait suivre, c'est-à-dire la fin de cet affrontement, l'effondrement du bloc soviétique et un monde, dans cette partie-là au moins du monde, beaucoup plus en paix, où la diplomatie reprenait son droit. Et moi je suis content d'avoir, adolescent, vu ces grands matchs, notamment Karpov-Kasparov, comme annonciateur du chamboulement géopolitique de 89, 90, 91.